Seconde partie de Paris-Jaffa, rebonsoir. L'Europe a-t-elle encore un sens quand les pays membres, supposés solidaires, tirent à U et à dia sur tous les dossiers de l'année, de la crise économique à la crise des migrants? Elle serait même au bord de l'implosion, si l'on en croit Manuel Valls, invité au sommet de Davos. Julia Ganancia. L'Europe au centre des débats à Davos. Sur la table des principaux leaders mondiaux, la crise migratoire, en particulier ses aspects économiques et sociaux. Ce problème majeur a occupé une bonne partie des discussions. Autre menace qui plane sur le continent, la possibilité d'un Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de la zone euro. Plusieurs leaders espèrent que l'Union européenne parviendra à l'éviter. Parmi eux, Manuel Valls. Sa présence est remarquée. Jamais un chef de gouvernement socialiste en exercice ne s'était rendu à Davos. Il y évoque la possibilité d'une dislocation de l'Union européenne. Après tout ce que nous avons dit sur les défis et les crises, et de la même manière que je pensais que ça aurait été une erreur historique, mortelle pour l'Europe si nous avions laissé partir la Grèce de la zone euro, je crois que dans la période que nous vivons, voir partir la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait un drame. Le Premier ministre britannique a engagé son pays dans la voie d'un référendum d'autodétermination sur la participation à l'Union européenne. S'il parvient à obtenir de ses partenaires européens quelques réformes institutionnelles, ce référendum pourrait avoir lieu en 2016. Cameron ferait campagne pour le maintien alors que la pression politique monte en Grande-Bretagne. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que ce référendum est si crucial. Cela fait des années que la Grande-Bretagne s'éloigne de l'Europe et l'Union européenne est devenue de plus en plus impopulaire en Grande-Bretagne. En ajoutant à ça une succession de politiciens qui, un traité après l'autre, ont promis des référendums mais ne les ont jamais organisés. Je pense qu'il est absolument essentiel que nous ayons un soutien démocratique complet afin que la Grande-Bretagne puisse occuper la place qu'elle devrait en Europe. C'est la raison pour laquelle nous organisons ce référendum. Avant le référendum, le chef du gouvernement britannique exige des réformes dans 4 domaines. Le point le plus controversé concerne les aides sociales aux immigrants issus de l'Union européenne. David Cameron voudrait imposer un moratoire de 4 ans avant tout versement. L'exécutif en stéréo, Manuel Valls à Davos, François Hollande intramuros à l'Élysée. Même inquiétude, même avertissement. Mais je serai particulièrement vigilant pour que la zone euro puisse poursuivre son approfondissement. Pour moi, c'est le point essentiel. Que le Royaume-Uni veuille prendre une voie différente dans l'Union européenne, je peux l'admettre, mais ça ne doit pas empêcher les pays qui ont décidé d'aller plus loin dans l'intégration, notamment monétaire, de pouvoir le faire, dans les respects de droits de chacun. Et l'on retrouve Christian Mallard en direct de Paris. Alors, ce risque d'implosion, de dislocation, pour reprendre le terme de Manuel Valls, Christian, est-il exagéré ou pas? Pas exagéré du tout, Paul. On a le sentiment que François Hollande et Manuel Valls se sont donné le mot pour tirer la sonnette d'alarme en même temps. Alors le message est clair. L'Europe est en danger, elle doit se réinventer et répondre à 3 défis majeurs, nous a dit ce matin François Hollande. Elle doit éviter la guerre à ses portes, et l'allusion est clairement faite à l'Ukraine, où vous le savez, la situation est loin d'être réglée. Elle est en pleine guerre aussi humanitaire avec le problème des migrants, et elle doit impérativement, dit François Hollande, restaurer la maîtrise des frontières de Schengen et réduire le flux migratoire. On n'avait pas le même discours il y a quelque temps avec M. Hollande et Mme Merkel. Et puis enfin, elle doit montrer qu'elle est capable de faire face, de répondre aux défis terroristes. Bref, on a un vaste programme pour lequel Angela Merkel et François Hollande vont faire des propositions très prochainement. L'axe franco-allemand, qui était un peu en sommeil, est en train de se réveiller. Merci Christian. D'un continent à l'autre, de l'Europe à l'Amérique, même inquiétude, l'arrivée massive de migrants, mais le continent dit nouveau n'a pas d'état d'âme, le sécuritaire avant l'humanitaire. Mathias Inbar. Dernier arrêt, personne ne descend. Cela pourrait être le slogan de la nouvelle politique migratoire de l'administration Obama. Votée le 30 novembre dernier, elle devrait désormais être appliquée. Selon Washington, tous les moyens sont bons pour lutter contre l'État islamique. L'un d'entre eux, durcir les conditions d'obtention de visa à 2 catégories de personnes. Première catégorie, les ressortissants européens ayant également la nationalité iranienne, irakienne, soudanaise et syrienne. Ou alors ceux qui ont visité un de ces pays au cours des 5 dernières années.
La loi votée par le Congrès en novembre dernier ne touche normalement qu'une minorité d'Européens. Les Français sont-ils alors concernés par ces mesures? Si l'on en croit les chiffres publiés récemment par la Direction générale des renseignements, la France aurait fourni à elle seule entre 600 et 700 ressortissants en Syrie et en Irak, dont un tiers de femmes, la plus grande délégation de djihadistes européens. En clair, l'objectif des États-Unis, rendre plus difficile, voire impossible, l'entrée sur le territoire américain des djihadistes européens et donc français ayant combattu pour Daesh. À titre d'exemple, certains responsables des attentats de Paris du 13 novembre dernier auraient pu entrer aux États-Unis grâce au programme ESTA d'exemption de visa. Avec l'application de cette loi, les visiteurs des 38 pays qui bénéficient de ce dispositif, dont la France fait partie, vont devoir déclarer leur séjour dans des pays qualifiés de paradis pour terrorisme. D'un continent à l'autre, de l'Europe à l'Orient, Davos devient un must diplomatique. Rencontre marquante aujourd'hui entre Benjamin Netanyahou et le vice-président américain Joe Biden, Julia. Tout à fait, petite ironie géographique. D'ailleurs, la rencontre Biden et Netanyahou s'est tenue dans un terrain neutre, la Suisse, et pourtant pour un conflit qui est tout, sauf neutre. Le monde entier s'en mêle. Du côté israélien, on décrit une réunion sympathique, chaleureuse et dans une excellente ambiance, mais le sujet qui nous intéresse ce soir, il crispe les rapports. La discorde du jour, c'est Israël qui confirme l'appropriation de terrains dans la vallée du Jourdain. On parle d'une bande de terre d'1,5 km, un minuscule point géographique, mais c'est en Cisjordanie. Alors, le Premier ministre israélien, vous allez le voir, assume face aux journalistes. C'était un peu plus tôt dans l'après-midi à Davos. On l'écoute. Il s'agit d'une étude de terrain. Cette étude, parmi d'autres, ce n'est que routine et je ne pense pas que cela soit le problème. Aucune décision n'a été prise concernant cette terre, mais j'ai moi-même pris la décision de négocier la paix avec l'autorité palestinienne, s'ils souhaitent le faire. Je leur ai lancé un appel pour relancer les négociations car c'est comme ça que nous arriverons à la paix. Nous leur parlons et ils nous parlent. Et si nous y arrivons, cela sera une bonne chose pour les deux pays. Oui, nous espérons. Alors pourquoi cette terre, Julia ? On est tout proche de la ville biblique et aujourd'hui palestinienne de Jéricho, mais le lieu est quasiment vide de ses habitants, comme presque toute la vallée du Jourdain. Les intérêts pour Israël sont multiples, sécuritaires évidemment, mais aussi agricoles. Depuis plusieurs années, les agriculteurs israéliens travaillent cette terre et là, Israël fait appel à l'histoire pour s'approprier cette terre de manière entre guillemets légale. Israël utilise une loi ottomane de 1858. Est-elle encore en vigueur? C'est aux juristes et aux historiens de nous répondre, mais en tout cas, que dit cette loi? Qu'un terrain laissé en jachère pendant plusieurs années revient automatiquement au gouvernement. Alors c'est une mesure comme une réponse, presque un pied de nez à l'Union européenne qui vient de déclarer cette semaine que désormais ses accords avec Israël ne s'étendraient plus au-delà de la ligne verte, c'est-à-dire plus de business avec Israël en Cisjordanie. Cette décision israélienne résonne comme la continuation d'une guerre de territoire. L'autorité palestinienne comme Israël considère la Cisjordanie comme sienne, mais le monde, Union européenne et États-Unis en tête, semble aller dans le sens des Palestiniens. Et je reviens sur cette image que vous nous avez montrée, cette rencontre entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden. Israël, sourire à l'appui, aura bien besoin des États-Unis pour contrer une offensive diplomatique palestinienne menée cette fois auprès de l'ONU contre justement les implantations et avec l'appui de la France. Maxime Pérez. Nouvelle bataille diplomatique en vue pour Israël au Conseil de sécurité. À Jérusalem et Ramallah, on confirme que les Palestiniens travaillent à une résolution rendant illégales les implantations juives de Cisjordanie. Illégales au regard du droit international et constituant également un obstacle à la paix. Le sujet aurait été une première fois évoqué à Paris il y a quelques semaines lors d'une visite de Riyad al-Maliki, le ministre des Affaires étrangères palestinien. Laurent Fabius, son homologue français, n'y aurait pas été insensible. Et pour cause, le texte palestinien comporte des similitudes avec le projet de résolution français qui lui avait été présenté lors d'une réunion du quartet en septembre dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans cette campagne, Ramallah mobilise également son négociateur en chef Saeb Erekat, chargé d'obtenir le soutien de la Ligue arabe. Il se serait d'ores et déjà entretenu avec son secrétaire général, Nabil El Arabi. Ce n'est pas la première fois que les Palestiniens tentent d'accentuer l'isolement de l'État hébreu, mais les responsables israéliens redoutent une volte-face de Laurent Fabius. Pressenti sur le départ du Quai d'Orsay, le chef de la diplomatie française pourrait céder aux pressions palestiniennes.
Ces tensions diplomatiques illustrent bien l'état des relations entre Israéliens et Palestiniens. Le gouvernement israélien est à ce point méfiant qu'il a décidé d'ériger des barrières de sécurité au sud du pays également. Mathias Inbar. Voici les premiers clichés de la barrière de sécurité à la frontière orientale entre Israël et la Jordanie, construite à quelques kilomètres au nord d'Elat. Coût du projet, 300 millions de dollars, environ 1,2 milliard de shekels. Le modèle est le même que celle construite le long de la frontière sud avec l'Égypte et au nord, le long du plateau du Golan. Plusieurs mois ont été nécessaires au déblayage de terrain dans une topographie particulièrement rocailleuse. Les premiers panneaux d'acier ont donc été posés et avec eux, tout un système de caméras de télésurveillance ultramoderne. Objectif capable de détecter les éventuelles tentatives d'incursion ou d'approche de djihadistes de l'État islamique, de plus en plus présents dans le Sinaï égyptien, mais également pour lutter contre les vagues de migrants. Cette barrière de sécurité intelligente complétera ainsi celle qui est déjà positionnée le long de la vallée du Jourdain et comprendra des tours d'observation et plusieurs postes de contrôle. Le ministère de la Défense israélien a indiqué que cette barrière servira également à renforcer la sécurité autour du futur aéroport Ilan Ramon dans la région de Timna, au nord d'Elat. Et pendant ce temps, plus à l'est, en Syrie, islamistes, rebelles et partisans d'Assad continuent de s'entretuer. Mais un mince espoir apparaît, Cyril, avec la perspective de négociations à Genève. Espoir de paix, je vais user ce terme. Oui, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Syrie pourrait, en tout cas en 2016, amorcer une sortie de l'enfer. Pour cela, le régime syrien de Bachar al-Assad et l'opposition devront suivre à la lettre, Paul, la feuille de route qui a été votée au mois de décembre dernier à l'unanimité par les grandes puissances. C'est une première, c'est historique. Depuis le début de ce conflit syrien, il y a 4 ans, jamais elle ne s'était entendue sur une sortie de crise de ce conflit syrien, de ce conflit sanguinaire, avec un calendrier très précis pour cette feuille de route. Vous allez voir, le 25 janvier, vous l'avez dit, à savoir lundi prochain, ce lundi, des négociations doivent s'ouvrir à Genève entre le régime et l'opposition. S'en suivra l'été, 6 mois après, donc la formation d'un gouvernement de transition, et puis à l'été 2007, donc des élections libres, enfin, pour que les Syriens puissent choisir et leur parlement et leur président. Alors vous dites des négociations doivent s'ouvrir. Je ne vous corrige pas, cher Cyril, devraient s'ouvrir, parce qu'il y a des obstacles encore. Il y a énormément d'obstacles. Pourquoi ? Parce que finalement, cette feuille de route, comme souvent, malheureusement, eh bien, elle ne règle pas les principaux points de contentieux entre les partis. Le premier, c'est la composition de la délégation de l'opposition. On sait que cette opposition, elle est hétéroclite, elle est émiettée, elle est morcelée. Les Russes et les Syriens, ils veulent avoir un droit de regard sur cette liste. Ils ne veulent pas que figurent, par exemple, des terroristes, en tout cas ceux qui qualifient de terroristes. Il y a pour Vladimir Poutine et pour Bachar al-Assad, si j'ose dire, les bons et les mauvais rebelles. Et puis le deuxième point de blocage, c'est la question du sort de Bachar al-Assad, qui est toujours entière. Vous savez, les Russes et les Iraniens, ils veulent que seul le peuple syrien puisse décider qui sera leur président, alors que les Occidentaux et leurs alliés sunnites, eh bien, pensent que Bachar devrait partir, parce qu'après 250 000 morts, il est hors de question qu'il puisse bénéficier d'une quelconque impunité, même si effectivement pour la France aujourd'hui, la priorité c'est de frapper Daesh plutôt que le départ du président syrien. C'est d'ailleurs l'avis de Randa Kassis, qui est une opposante syrienne laïque que j'ai reçue et qu'on verra ce soir donc, dans l'émission Le Mag-Orient, qui elle est très pragmatique. Pour elle, il faut discuter avec le diable et il faut sortir de l'enfer. Et aujourd'hui, le patron de l'enfer, il a un nom, il s'appelle Bachar al-Assad. On l'écoute. Il faut être pragmatique. Si vraiment nous voulons arriver ou trouver une solution en Syrie, nous devons quand même être pragmatiques. Ça, c'est d'abord, c'est pas une question de préférence, c'est une question de faire bouger les choses. Aujourd'hui, nous savons très bien qu'après 5 ans, Bachar al-Assad et le régime syrien, ils sont toujours là. La Russie, elle est bien impliquée aussi dans ce dossier. C'est quoi la solution ? J'aimerais bien aussi, comme les autres, faire chuter le régime demain d'ailleurs. Mais personne, de toute façon, a pu réussir à faire chuter le régime. Et aussi, il y a un autre risque, le risque djihadiste qui se trouve en Syrie. Alors, les islamistes radicaux, je ne crois pas vraiment aux islamistes modérés. Ceux qui disent certainement, il y a plusieurs pays européens qui parlent des islamistes modérés comme la France, dont bien sûr la France.
je ne crois pas trop à ces théories. Alors justement, Randa Kassis, vous venez de pointer peut-être le principal obstacle. En Syrie, nous devons quand même avoir un changement progressiste plutôt que radical. C'est ça le point de vue, je défends ce point de vue, et aussi il faut être réaliste, comment faire changer les choses. C'est en collaborant bien certainement, en négociant, même en discutant avec les Russes qui sont prêts aussi à établir ou instaurer, on va dire, un nouveau gouvernement, un gouvernement partagé entre le régime et l'opposition syrienne, avec des opposants raisonnables et pas certains opposants qui sont quand même qui ne comprennent rien à la politique, comme la délégation de Riyad. Et l'on écoutera la totalité de cette interview exclusive enregistrée dans votre magazine Orient ce soir en direct, parce que vous présentez les infos avant, à 21h10 précisément, heure de Paris. D'ailleurs, Cyril, vous étiez très bien inspiré la semaine dernière d'évoquer dans votre premier magazine Orient la situation en Tunisie, un pays fragilisé par la crise économique et la colère du peuple après la mort d'un chômeur, Océane Nicole. Les manifestants jettent des pierres, les policiers y répondent par des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Depuis plusieurs jours, à Kasserine, dans le centre-ouest de la Tunisie, les contestations sont fortes. Plusieurs policiers et habitants ont été blessés. Cette région est minée par un taux de chômage élevé. Ce mercredi, ils étaient des centaines rassemblés devant le siège du gouvernorat. Ils réclament des solutions. Nous savons que le problème du chômage est un problème national et c'est pourquoi la révolution de 2011 a eu lieu. Aujourd'hui, ce sont les mêmes slogans qui sont scandés, travail, liberté, dignité. Nous n'avons pas vu de changement dans les politiques économiques et sociales du gouvernement. Il y a toujours autant de pauvreté, et même plus qu'avant. D'autres villes du pays manifestent en soutien à Kasserine. Plus de 150 personnes s'étaient rassemblées à Tunis. Le ministère de l'Intérieur veut éviter toute escalade et souhaite protéger ses citoyens. Il promet des mesures en faveur de la région. Il s'agit notamment de 5000 embauches, 600 millions d'euros d'allocations et la construction de 1000 logements sociaux. Le gouvernement est un gouvernement démocratique. Ce gouvernement tient à garantir les droits de manifestants d'exprimer leur opinion et leurs protestations. Et en même temps, le gouvernement est attaché à ses obligations dans la protection des propriétés publiques et privées. La ville de Kasserine s'est embrasée le week-end dernier après la mort d'un chômeur de 28 ans qui s'est tué en escaladant un poteau devant le siège du gouvernorat. Il protestait contre son retrait d'une liste d'embauche dans la fonction publique. Les autres événements de la journée choisis par Éléonore Veil, tout en images. La terreur frappe à nouveau le Sinaï. 5 policiers ont été tués et 3 autres blessés dans une attaque djihadiste survenue dans le nord de la péninsule. Toujours aucune revendication à cette heure, mais les regards se portent vers un bastion djihadiste local affilié à l'organisation État islamique, déjà auteur de nombreuses attaques dans la région. L'incontournable Pékin s'invite au Moyen-Orient. Aujourd'hui en visite officielle au Caire, le président chinois a apporté son soutien au général Abdel Fattah al-Sisi à quelques jours de l'anniversaire de la révolution égyptienne. Au cœur de cette rencontre, la signature de plusieurs accords bilatéraux en présence des 2 chefs d'État, avec en prime des contrats à hauteur de 15 milliards de dollars. Cri d'alarme de l'ONG Amnesty International dans un rapport publié aujourd'hui. Le couvre-feu imposé dans les villes du sud-est de la Turquie à majorité kurde constitue des punitions collectives pour la population. Le recours abusif à la force et les pénuries mettraient en danger la vie de 200 000 personnes. Alain Gardère mis en examen et interdit de tout emploi public. Ce préfet, proche de Nicolas Sarkozy, avait été placé en garde à vue mardi dans le cadre d'une enquête ouverte à Paris pour abus de biens sociaux, trafic d'influence, corruption et prise illégale d'intérêts. Le système solaire recèle de mystères. Selon 2 astronomes américains, une 9e planète existerait. Sa masse ferait environ 10 fois celle de la Terre et serait sur une orbite 20 fois plus éloignée que celle de Neptune. Une découverte obtenue grâce à des modèles mathématiques avancés, mais qui n'a jamais encore été directement observée. Edmond Charleroux est décédée hier à l'âge de 95 ans. Romancière, journaliste, mais aussi présidente de l'Académie Goncourt. Cette grande bourgeoise a toujours détesté les conventions. Résistante à Marseille dans sa jeunesse, elle est l'auteure de nombreux écrits, dont L'Irrégulière, Un désir d'Orient ou encore la biographie de Coco Chanel.
Les plus fidèles d'entre vous auront compris que I24 News fonctionne comme une start-up. On fait plusieurs choses en même temps. Vous venez d'entendre la voix d'Éléonore Veil qui a choisi les événements principaux de la journée. Vous la voyez régulièrement dans les journaux du matin ou de l'après-midi. Et vous allez la voir samedi à 21h40 heure française pour une nouvelle émission qui s'appelle Dialogue et qui oppose Boaz Bismuth et Ali Waked, nos deux éditorialistes, Paul. Et c'est chaque semaine, donc vous l'avez dit, samedi soir à 21h40 heure française. Nous traitons d'un sujet, ou deux ou trois d'ailleurs, d'actualité, les polémiques du moment. Cette semaine, nous avons choisi de parler des propos très controversés de Dan Shapiro, l'ambassadeur américain en Israël, qui a déclaré au cours d'une conférence de l'Institut d'études sécuritaires que la justice israélienne était une justice de deux poids, deux mesures envers les Palestiniens de Cisjordanie et les Israéliens. Propos qui ont été très critiqués par le gouvernement israélien, notamment cette semaine, puisque vous le savez, Israël subit des attaques quasi quotidiennes, en Cisjordanie également, et la mort de Daphna Meir, assassinée par un jeune terroriste palestinien, est tombée juste au moment des déclarations de Dan Shapiro. Bref, la polémique a enflé. Nous en avons parlé cette semaine avec Boaz Bismuth et Ali Waked, un débat qui promet d'être très animé. Quand on a imaginé cette émission avec vous, on a hésité entre deux titres. Tout à fait. Débat et dialogue. Et on a finalement préféré dialogue pour bien signifier aux téléspectateurs qu'un Israélien juif d'origine, qu'un Israélien arabe d'origine pouvait évidemment ne pas être d'accord, mais dialoguer. Alors pour la petite histoire, ces deux Israéliens, vous l'avez dit, un juif et un arabe, ont étudié dans la même école, une école justement basée à Yafo, c'est ce qui est très intéressant. Ils ne sont d'accord quasiment sur rien, mais ils ont une affection mutuelle et ils débattent de façon extrêmement animé. On essaye de créer justement un dialogue. Voilà, et c'est tout le symbole d'I24 News que vous, au fond, vous illustrez avec et dans cette émission qui s'appelle Dialogue. Samedi, heure française, 21h40, et évidemment émission rediffusée. Merci Éléonore. On va terminer cette deuxième partie comme on a terminé la première, mais à front renversé. Dans la première partie, on vous parlait de la Russie et de Vladimir Poutine qui aurait commandité, ça n'a surpris personne, le meurtre d'un ex-agent du KGB. Et dans la deuxième partie, fin de cette seconde partie, on va continuer de parler de la Russie, mais avec la face lumineuse de ce pays, le danseur étoile Baryshnikov, qui d'ailleurs, assez intuitif, avait fui son pays pour le plus grand bonheur des Occidentaux et aujourd'hui des Israéliens. Léa Berdugo. Il a brillé en tant qu'étoile, caressé la scène de ses pas légers. On se souvient de lui dans Gisèle ou le Lac des Cygnes. Aujourd'hui, la star de la danse, Mikhail Baryshnikov, s'essaye à un nouveau genre. Il fait escale à Tel Aviv en tant qu'acteur. Il fait partie de la famille. Je le fais venir autant que je peux, tous les 2 ans, avec quelque chose de nouveau. Il a commencé comme danseur et là, il est venu en tant qu'acteur. Il a aussi exposé ses photographies et maintenant, il joue en solo. Chaque fois, il offre quelque chose de nouveau, de frais. Une réinvention perpétuelle qui fait le bonheur des spectateurs. C'est vraiment quelque chose de voir une telle idole sur scène, quelqu'un avec qui vous avez grandi, un personnage si important. Et voir cette production est encore plus intéressant car c'est du théâtre. C'est un très grand artiste, un grand danseur. Il est génial dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un que vous devez absolument voir. C'est pour ça que je suis venu à cette représentation. En 1974, lors d'une tournée du Bolchoï au Canada, Mikhail Baryshnikov s'enfuit. Il demande l'asile politique. C'est ainsi qu'il déserte l'Union soviétique. De nombreux Russes le considèrent aujourd'hui comme une figure affranchie. Il est le symbole de la liberté, du talent et de la lutte sans crainte contre le totalitarisme russe. Je déteste ce qui se passe en Russie en ce moment. Le danseur américano-russe est en représentation à Tel Aviv jusqu'au 24 janvier. Fin de ce Paris-Jaffa dans 5 minutes et 30 secondes exactement. Jean-Charles Banoun vous présentera le 20h d'I24 News. Puis à 21h, Cyril Amar pour une longue session d'1h30. News live, évidemment, en direct. Et le magazine Orient, consacré notamment à la Syrie, nous vous l'avons dit tout à l'heure. Et je vous retrouverai avec plaisir dimanche à 19h précise pour un nouveau Paris-Jaffa. Bon week-end avec I24 News. Bonne soirée. Au revoir.